Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je te propose la chronique de Les ombres d'Édimbourg de Anna Lyra. Je vais faire le résumé du tome 1. Moi, j'ai lu l'intégrale directement parce que j'avais pas envie d'attendre. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait possibilité d'avoir l'intégrale, j'ai fait toute l'aventure directement. Donc, au niveau du résumé du tome 1, Émilie, jeune londonienne solitaire, méfiante et blasée, ne croit pas aux fantômes, ni à la magie. Son monde bien réglé bascule pourtant le jour de son 20e anniversaire, lorsqu'elle découvre à la fois Édimbourg et l'existence d'une autre réalité. Non seulement les fantômes existent bel et bien, mais il se pourrait qu'un mal plus puissant, plus sombre et plus ancien que les spectres de la ville soit à l'origine d'un grave dérèglement de l'entremonde, cette zone sécurisée qui protège le monde des humains. Aux côtés de Yann et de son équipe d'étudiants en phénomènes paranormaux, Émilie va découvrir une autre Édimbourg. Car derrière les pittoresques pierres grises d'écloses et les vitrines brillantes des salons de thé se dissimule une autre facette de la ville écossaise. On va y arriver. Secrète, sombre et dangereuse, l'envers du décor peuplé de créatures ténébreuses. Pour sauver l'entremonde, Émilie va devoir s'enfoncer dans les ombres d'Édimbourg. Voilà, ce qui se passe, c'est que pendant que j'étais en train de lire, j'étais en train de me rappeler un petit peu de l'histoire et ça m'a beaucoup perturbée. Alors, au niveau du genre, c'est de la fantaisie pure et dure, mais alors, je ne vais pas dire qu'il y a de la bonne ou de la mauvaise fantaisie, de la fantaisie à mon goût. Voilà, on va dire ça comme ça. On a du fantôme, on a on a des créatures qui existent dans l'imaginaire, qui sont là représentées sous une certaine forme. On a de l'aventure, on a de la magie et on a du monde parallèle. Donc vraiment, il y a tout un mélange qui est très très sympa dans ce bouquin. Donc comme je disais, on a l'Écosse, on a les légendes qui sont vraiment exploitées dans toute l'histoire complète. Et donc ça aussi, j'ai trouvé ça fort agréable. Donc la construction du récit, voilà, Émilie, elle mène sa petite vie tranquille, et puis du jour au lendemain, paf, il y a le truc qui lui tombe dessus, genre tu ramasses un pot de fleurs sur la tête le jour de tes 20 ans, et là, il y a tout un déroulement où elle se dit c'est moi qui perds la tête ou pas vraiment. Donc au début, elle a un peu de mal à comprendre ce qui se passe, et après, elle a une confirmation de sa grand-mère qui lui dit va à Édimbourg. Alors, elle est londonienne, anglaise, mais anglaise, comment dire, anglaise, pas écossaise, hein, parce qu'il y a quand même un petit bis-bis entre les deux. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Grande-Bretagne, il y a eu la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre pendant très longtemps. Et si tu n'as pas envie de prendre une pêche par un Écossais, tu lui dis pas qu'il est anglais. T'évites, parce que ça peut être dangereux. Et enfin, une pêche, une baffe. Et donc, il y a eu la révolte des Jacobins où les Écossais voulaient leur indépendance. Et donc, ça a été en 1720 ou quelque chose comme ça. Ça a été très, très violent. D'ailleurs, c'est là que vraiment, suite à cette guerre-là, les Anglais ont retiré tous les privilèges aux Écossais, plus le droit de porter le kilt, etc. Enfin, il y a eu une répression très, très forte et très, très violente. Et pour ceux qui aiment aussi les séries, sur Netflix notamment, on a la série c'est stupide de m'avancer comme ça quand j'ai pas pris de notes sur les sujets. Donc je vais faire une petite pause pour aller retrouver le nom de la série et après je reviens. Wallander, voilà. Alors je vais pas m'avancer sur les noms des acteurs parce que pareil, je les ai pas retenus. Je mettrai le lien dans la description, ce sera beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, la série est issue d'un bouquin, d'un livre que je lirai probablement parce que c'est une histoire de voyage dans le temps où une Anglaise se retrouve en Écosse
en appuyant sur une pierre, et donc elle se retrouve en Écosse avant cette fameuse révolte. Et bon, bah, après, je ne vais pas raconter l'histoire, mais voilà. Et donc, elle voit l'histoire de l'Écosse, mais dans les yeux des Écossais. Et elle voit tout ce qui s'est passé et toutes les exactions qui ont été commises. Et là, voilà, donc on a, pour expliquer tout ce passif entre les Anglais et les Écossais qui sont... alors, c'est pas que ils sont pas compatibles, c'est qu'ils ont un passif assez énorme et que les Écossais n'aiment pas trop les Anglais. Et elle, bonne londonienne de base, quand elle arrive en Écosse, il y a vraiment les jugements de valeur par rapport à la culture et tout, en disant, mais ils sont pas comme nous, ces gens-là, quoi. Donc ça, c'est aussi assez sympa dans l'histoire, parce que bien sûr, quand elle arrive comme ça et qu'elle rencontre Yann et le groupe d'étudiants, on va dire, c'est pas forcément le grand amour, quoi. Donc elle arrive, elle est complètement perdue. Elle se retrouve avec des gens qui disent, ah là là, une londonienne qui va encore nous juger et tout, en nous disant qu'on est des gros ploucs. Voilà. Donc on va dire que le démarrage de la relation avec les autres personnes ne se passe pas forcément très bien. Mais par contre, justement, c'est ça qui est très riche dans l'histoire, c'est que on a des personnages qui sont vraiment bien campés, qui ont une histoire très riche, chacun, et voire même des histoires assez inattendues pour d'autres. Et donc, avec des personnages qui ont vraiment des histoires déjà qui sont très très bien développées, on a toute cette aventure et toute ce développement de l'aventure dans un monde qui est assez complexe. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'ai préféré lire tout en bloc, parce que je me suis dit, sinon, si j'y retourne, étant donné que je lis quand même beaucoup de choses et des choses très différentes, je dis, mais je vais être perdue, quoi. Alors, c'est pas un reproche et c'est pas quelque chose de négatif. Pour les lecteurs qui aiment des histoires vraiment dans des mondes très, très bien développés, franchement, fonce, vas-y, va lire, tu vas t'éclater. Et justement, donc, je vais arriver à mon opinion sur le fond et la forme. Bah, c'est un monde, comme je disais, qui est très riche et qui s'appuie énormément sur des légendes qui ont existé. Et personnellement, je me suis éclatée en lisant ça. Déjà, j'ai découvert l'Écosse il y a quelques années, je ne sais plus, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, ciel, je suis vieille. Je suis tombée amoureuse de cette région, vraiment. Les Écossais sont des gens qui sont adorables, et donc on l'a fait en voyage organisé, où on a découvert bah, toute la région, parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient le qualifier de pays à part entière, parce qu'ils ont une culture qui est extrêmement riche et qui est extrêmement développée, mais ils font partie de la Grande-Bretagne. Donc c'est pour ça que je ne peux pas parler de pays, je vais parler de région, parce que politiquement et géographiquement, ils font partie de la Grande-Bretagne. Par contre, oui, ils ont une culture à eux, qui est vraiment une culture propre, et qu'on ne peut pas qualifier de culture anglaise. Ça, ce serait vraiment leur faire insulte. Et l'autrice, Anna Lira, a développé tout ça aussi, ce qui était pour moi passionnant, et qui a fait la grande qualité de ce livre, enfin de cette saga. On a plein de choses, on a les légendes, où en plus elle prend le temps de nous dire, voilà, ça vient de telle légende, ça vient de telle partie et tout. On voit vraiment qu'elle a beaucoup creusé son sujet, qu'elle a une très très bonne connaissance des légendes écossaises. Moi, j'ai appris énormément de choses et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc pour ça déjà, merci, c'était très très chouette. Moi je suis une grande passionnée de légendes, de base, donc là je me suis éclatée. Et en plus, bah, justement, donc, dans mon activité d'autrice, je suis allée aussi faire des recherches sur le gaélique, sur la langue, et j'ai été aussi piocher quelques légendes comme ça à droite à gauche, pour mon histoire propre. Donc là j'ai retrouvé aussi toutes ces inspirations, et j'ai trouvé ça d'autant plus génial de voir comment elle l'a exploité de son côté pour son histoire. Et c'était ça qui était très chouette, dans le côté créatif et dans le processus créatif, de voir chacune comment on s'est approprié
les légendes pour développer nos histoires chacune de notre côté. Ce qui est chouette aussi, c'est que bah, on a des gentils, des méchants, mais alors, ça c'est top, enfin, en tout cas pour moi, en tant que lectrice et en tant qu'autrice, parce que je cultive comment? Je cultive le côté de un méchant n'est pas 100% méchant et un gentil n'est pas 100% gentil. Chacun a sa part d'ombre et chacun peut être tiraillé entre le choix de tiens, ce coup-ci, je vais bien me comporter pour certaines raisons et là, bah non, je vais pas bien me comporter parce que il y a mon intérêt personnel, que ce soit pour défendre un ami, une cause ou quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mes choix de vie. Donc ça, c'était très chouette parce que justement, voilà, on n'a pas le côté manichéen où on n'a que des bons, où on n'a que des méchants et ils restent dans leur ligne de conduite. Non, ils font des choix. Ce sont des personnes qui sont humaines aussi. Enfin, pas, pas tous. Mais voilà, je ne vais pas trop en développer non plus, puisqu'on a des gens qui ne sont pas d'origine humaine et qui agissent aussi dans l'histoire. On a des féeries et qui vont se mêler aux humains pour défendre leur parti aussi et leur monde à eux. C'est ça qui était aussi très très chouette dans l'histoire. Et dans tout cet ensemble, parce que bah, là, comme je disais, je suis en train aussi de chroniquer 5 bouquins. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Hein. Et je vais le faire en, j'espère, 20 minutes. Je ne peux pas tout développer et je n'ai pas envie parce que ça va être extrêmement compliqué de ne pas spoiler une partie de l'histoire parce qu'il y a quand même des choses, il y a beaucoup de rebondissements que je n'ai pas envie de développer ici. Il y a des guerres entre différentes espèces, les humains et d'autres espèces, les féeries et les sorciers. Et du coup, bah, comme j'ai peur de raconter des choses que je ne veux pas raconter pour ne pas gâcher ton plaisir de lire, c'est pour ça que je préfère faire un bloc. Et mon personnage préféré, donc qu'on croise au début de l'histoire jusqu'à la fin, c'est le professeur. Alors, pardon, je n'ai plus son nom en tête, mais ce prof est quelqu'un qui a développé ce cours. Alors, certains le prennent pour un illuminé, et on s'aperçoit que non, pas du tout. C'est un homme très très sage et qui a une histoire très riche, pour une partie aussi malheureuse, mais il a fait des choix et il est allé jusqu'au bout de ses choix. Et c'est ça que je respecte énormément dans ce personnage, sans compter le fait qu'il est le guide de ces jeunes étudiants et qu'il passe le flambeau à l'un d'eux. Parce que bah, lui sait que voilà, il a fait son temps et bah, il est temps aussi de repasser le flambeau à son successeur qu'il a formé alors que le successeur lui-même ne le savait pas. À recommander à qui? Aux amateurs de fantasy, aux amateurs de légendes, à ceux qui n'ont pas peur de lire un gros livre, pour ceux qui vont choisir de lire directement la saga complète, et à ceux surtout qui ont envie d'évasion. Parce que là, on part vraiment dans un monde complètement différent. Et alors, on a un mélange de réalité, comme je disais, avec les légendes, et on a un mélange de féerie et de monde qu'elle a développé elle-même, qui est très très chouette. Franchement, là, je me suis inscrite à sa newsletter et donc j'ai téléchargé une nouvelle que je n'ai pas encore lue, honte à moi, mais en tout cas, je la lirai avec grand plaisir parce que c'est un peu la nouvelle qui raconte le début de toute cette épopée. Donc voilà, je pense que on peut la lire à partir de 15-16 ans jusqu'à l'âge qu'on veut. À partir du moment où on est passionné de légende, passionné de fantaisie, on va juste s'éclater. Voilà, moi je te dis à très vite pour une autre chronique. Et si tu veux ma présentation, eh bien reste, je t'explique tout sur mes activités et sur ce que je te propose d'autre. À bientôt. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité
et de la famille, parce que, par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global, et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté.
Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.